Bonjour, je suis Joseph Chouafati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir. Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs, et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent de Monétique, j'ai eu le plaisir de rencontrer Thibaut Girardi, Senior Manager chez 2 Degrees Investing Initiative, 2DI. On a parlé de comment aligner la finance avec l'objectif 2 degrés de l'accord de Paris. Aujourd'hui, on va s'intéresser au règlement Disclosure et à l'évolution de la finance responsable avec Aliénor Legendre, qui est analyste ISR chez Ecofi, qui est une société de gestion engagée dans l'investissement responsable. Bonjour Aliénor, comment vas-tu ? Très bien, merci. Bonjour Joseph, merci de m'accueillir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr, pas de souci. Donc j'ai un parcours, on va dire, un petit peu particulier qui est à la base un peu éloigné de la finance, dans le sens où j'ai fait mes études au Canada. Pour commencer, j'ai fait une licence de sciences politiques là-bas. Et à l'époque, quand j'y étais, c'était les élections ministérielles. Et on remettait en question beaucoup de choses sur l'écologie. Donc ça a été ma première sensibilisation aux enjeux environnementaux. Surtout, l'ancien Premier ministre était très impliqué dans tout ce qui était gaz de schiste, pétrole de schiste. Donc il y avait réellement là-bas des enjeux forts sur l'environnement. Donc quand je suis rentrée en France, après ma licence de sciences politiques, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai décidé de prendre une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'ai fait un service civique dans une ONG qui s'appelle Agir pour l'environnement. C'est une ONG qui est spécialisée dans le lobbying citoyen, donc qui porte, on va dire, les sujets environnementaux auprès des députés et des sénateurs. Et à l'époque, c'était les présidentielles en France, donc ça tombait parfaitement. Et donc j'ai beaucoup travaillé chez eux pendant 1 an sur les questions d'alimentation et d'agriculture. Et c'était très intéressant, mais après cette année de césure, je me suis dit que l'appareil politique, c'était quelque chose d'assez complexe, que pour faire passer des projets de loi, c'était long. On est en train de le voir en ce moment. Et fastidieux. Donc, quand j'ai commencé ma première année de master, en politique environnementale, développement durable, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'oriente vers le secteur privé pour voir s'il y avait vraiment des leviers d'action. Ok. Et à l'époque, grâce à mon master, j'ai découvert l'investissement socialement responsable. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout le secteur de la finance, parce que je pense que c'est là où il y a moyen de faire énormément de choses via le financement des secteurs plus ou moins propres. Et donc, j'ai fait une première expérience de stage d'analyste ISR chez Natixis, donc côté broker, donc à la recherche. Et là, j'ai eu une vraie culture G sur les enjeux ESG, sur différents secteurs. J'ai fait des études un peu plus poussées, c'était super intéressant. Mais il me manquait quand même quelque chose. Je voulais avoir un peu plus d'impact. Et donc en Master 2, je me suis dirigée vers le monde de la gestion. Et j'ai fait un 2e stage chez Ecofi en tant qu'analyste gouvernance et vote qui s'est soldé par mon embauche là-bas. Donc c'était super et ça l'est toujours. Et maintenant, je ne fais pas que de la gouvernance, je fais de l'ESG en général, j'analyse les sociétés pour Ecofi. Ok, très clair. Est-ce que tu peux du coup nous présenter Ecofi ? Quelle est sa mission, sa vision ? Oui, bien sûr. Donc Ecofi, il faut savoir que c'est la société de gestion du crédit coopératif. Donc une banque un peu particulière en France de l'économie sociale et solidaire.
Ecofi, c'est vraiment une société de gestion particulière dans le sens où, moi, quand j'y suis rentrée, j'avais l'impression que j'étais légitime, on va dire, à apporter les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance, parce que du fait que c'était la société de gestion du crédit coopératif, et aussi parce qu'Ecofi, historiquement, est très active sur ces sujets depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle a créé le premier fonds de partage, c'était en 1983. On a commencé l'ISR début des années 2000. En 2019, on a mis toute la gamme de nos fonds ouverts selon un processus ISR assez exigeant. Et enfin, 2020, on va dire, on concrétise tout ça avec l'entreprise à mission et la raison d'être qui est réellement ancrée dans ce qu'on fait et qui est, en gros, pour résumer notre raison d'être, on cherche à bâtir des solutions d'investissement qui allient performance financière et respect de l'homme et de la planète. C'est très clair. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité et de son influence sur ton métier et sur les sociétés de gestion en général, le règlement de disclosure. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait de quoi il s'agit dans les grandes lignes? D'accord. Alors, il faut savoir que le règlement disclosure, donc c'est un règlement européen. Donc, ça s'applique à l'ensemble du secteur financier européen. Donc, ça, c'est important. Et il faut savoir que surtout, c'est quelque chose qui, en fait, ça fait partie des nombreuses réglementations qui maintenant apparaissent dans le secteur de la finance durable parce qu'il y a une réelle, je pense, volonté du régulateur à normaliser les pratiques et aussi à éviter le greenwashing parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de plus en plus à la mode et que tout le monde fait un peu... Il y a beaucoup de greenwashing dans le secteur, selon toi, à l'heure actuelle? Je pense qu'il y en a. Il y en a, ok. Il y en a, mais que quand même, il y a une volonté pour aller vers plus de transparence. Ouais. Et ce que montre la réglementation. Et donc, disclosure, ça vient juste après. On a eu, avant ça, on a eu l'article 173 qui a obligé les sociétés de gestion à expliquer comment elles géraient les risques climatiques, comment elles calculaient l'empreinte de leur portefeuille, par exemple. Après, on a eu l'an dernier la doctrine AMF sur l'ISR qui, là encore, a permis aux acteurs français qui faisaient réellement de l'ISR de continuer à en faire comme ils voulaient. Et ceux qui, par exemple, n'appliquaient pas réellement de critères ne peuvent plus maintenant communiquer sur le fait qu'ils font... de l'ISR, par exemple. Et maintenant, il y a Disclosure. Et Disclosure, c'est vraiment un règlement qui, on va dire, qui a pour objectif de rendre les produits plus transparents, comme je le disais, et aussi qui va nous permettre de comparer les produits grâce à un socle d'indicateurs qu'il faudra que toutes les sociétés de gestion communiquent à terme. Mais là, on est au début du règlement, il vient juste d'être appliqué en mars. Et réellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant qu'on soit complètement aligné avec cette nouvelle réglementation. Donc, si tu veux, le règlement pour l'instant, il impose, donc c'est un règlement qui s'applique aux activités des sociétés de gestion, donc à l'ensemble des activités des sociétés de gestion, et qui s'applique aussi aux produits. Donc il y a deux aspects dans ce règlement, et il faut que les sociétés de gestion expliquent réellement comment elles prennent en compte les risques en matière de durabilité, comment elles gèrent les risques en matière de durabilité qui peuvent avoir un impact sur leur investissement. Donc si je prends un exemple un peu plus concret, il faut qu'on explique comment, par exemple, je ne sais pas, une controverse sur une société peut avoir un impact sur nos investissements. Et après, il y a un deuxième volet qui est le fait que les sociétés de gestion doivent aussi expliquer les incidences, donc là c'est l'inverse, sur les facteurs de durabilité. C'est comment comment nos investissements, en gros, peuvent avoir un impact négatif en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, la réglementation, elle nous impose surtout de classer nos produits financiers
selon, donc il y a 3 types on va dire de classification. Il y a les produits dits article 6, qui sont les produits financiers qui n'ont pas d'objectifs environnementaux ou sociaux. Ensuite, il y a les produits qu'on va dire article 8, qui eux intègrent on va dire des critères environnementaux et sociaux, et aussi qui analysent les portefeuilles selon les bonnes pratiques de gouvernance. Et enfin, on va dire les produits et les fonds les plus engagés, qui sont les fonds de type article 9, et qui ont, eux, un réel objectif d'investissement liés à des aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance. Ok. Et donc chez Ecofi, tous vos fonds sont article 8 ou 9 hein? Oui, alors chez Ecofi, pour l'instant, nous, on a décidé de mettre tous nos fonds soit article 8, soit article 9. Nous, notre manière de voir la SFDR, le règlement disclosure, c'est de dire que les fonds qui ont un processus d'investissement ISR avec, par exemple, l'exclusion des secteurs sensibles, qui sélectionnent les sociétés les mieux notées sur l'ESG, ce sont des fonds article 8. Après, nous, les fonds qu'on classe, on va dire, article 9, qui sont, on va dire, les plus engagés, c'est ceux qui ont des réels objectifs dans la gestion, d'investir dans des sociétés qui ont des leviers forts en termes environnementaux et sociaux. Par exemple, on a un fonds qui est labellisé Greenfin, qui est un label d'État qui concerne les aspects environnementaux et climatiques. Ce fonds-là est obligé d'investir dans des sociétés qui ont des forts leviers d'impact, entre guillemets, sur l'environnement, et qui ont une part importante de leurs revenus consacrée à des éco-activités. Et donc là, pour nous, ce fonds-là, c'est un fonds article 9. Voilà, okay. Pour donner un exemple concret. Ok, très clair. Et qu'est-ce qu'il y a, si on peut creuser un peu plus aussi d'autres mesures que vous avez mises en place chez Ecofi, est-ce qu'il y a par exemple des secteurs qui vont être exclus de tous vos portefeuilles, de certains portefeuilles, ou qu'est-ce qu'il y a d'autres qui ont mis en place chez Ecofi pour l'investissement responsable? Alors, si on s'écarte un peu de la SFDR. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, en fait, la SFDR ne va pas avoir d'influence sur le processus d'investissement. Mais sur la transparence. Mais sur la transparence. Réellement, après je ferme la parenthèse, mais donc ça va avoir un impact sur la transparence, et ça va avoir un impact sur notre reporting à terme, où il faudra qu'on indique des critères spécifiques sélectionnés par les autorités européennes sur l'ESG. Mais sinon, pour ce qui est de notre processus ISR chez Ecofi, il se fait selon 3 étapes. Donc la première étape, c'est l'exclusion. Donc on exclut différents secteurs de notre univers d'investissement, qui sont par exemple les armes controversées, le charbon, les jeux d'argent, le tabac. Et aussi notre particularité, c'est qu'on exclut les sociétés qui sont présentes dans des pays très opaques fiscalement. Parce que ça fait partie de notre histoire, entre guillemets, de notre ADN aussi, parce qu'au Crédit Coopératif, il y a réellement une vraie réflexion qui est faite sur la responsabilité fiscale. Okay. Et donc, on décide, grâce au travail d'une ONG qui s'appelle Tax for Justice Network, et la liste des États dits non coopératifs fournis par l'État, d'avoir une liste d'États où nos gérants ne peuvent pas investir, que ce soit sur des obligations ou que ce soit sur des actions. Voilà. Très clair. Et après, on a une sélection, on sélectionne les sociétés selon une notation ESG, et enfin, on exclut aussi les sociétés qu'on considère comme les plus controversées. On fait une distinction entre note ESG et controverse. Ok. Voilà. Très bien. Selon toi, pour revenir rapidement sur le disclosure, ouais. Comment est-ce que ça va vous impacter et comment ça va impacter le secteur de la finance et même d'autres secteurs dans les prochaines années? Alors, c'est une bonne question. Déjà, je pense que ça va nous... Le règlement disclosure, ça pose réellement déjà une question très importante, c'est est-ce qu'on a la donnée pour l'instant pour pouvoir être en ligne avec cette réglementation. Et donc, il va y avoir, je pense, de la part des sociétés de gestion, un effort à faire sur la collecte de données auprès de chaque société.
et des émetteurs. Et aussi, il va y avoir aussi, il va falloir qu'on s'aligne tous à peu près à la même interprétation qu'on fait du règlement disclosure. Parce que là, elle vient d'être mise en vigueur, mais on se rend compte qu'en fonction des sociétés de gestion, on n'a pas tous la même définition de ce que c'est qu'un fonds article 8, un fonds article 9. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on s'aligne, mais je pense que la réglementation sera là aussi pour nous aider et va nous fournir un peu plus de détails à terme. Et là-dessus, tu peux donner des exemples concrets de la différence de l'évaluation de les différentes sociétés de gestion de ce qu'est un article 8 et ce qu'est un article 9? Oui, par exemple, pour nous, un fonds qui est article 8, c'est un fonds qui implique forcément un univers avec des sociétés notées sur les aspects ESG et aussi la réduction d'un univers par rapport à ça. C'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, on est obligé de réduire l'univers du gérant et celui-ci est contraint, entre guillemets, à sélectionner les sociétés qui sont le mieux notées sur ces aspects. Mais pour d'autres sociétés, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que pour d'autres sociétés de gestion, un fonds qui prend en compte l'article 8, ça par exemple un fonds qui fait juste de l'exclusion des secteurs les plus sensibles et qui ne fait pas forcément de notation ESG derrière. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'aligne tous, mais on va être obligé, je pense, à terme, de le faire. Et c'est pour que la réglementation ait réellement des impacts et pour que surtout cette réglementation qui a pour objectif quand même que les produits soient comparables, le soit réellement. Oui, voilà. Très clair. Là aujourd'hui, il y a quelle proportion à peu près des fonds qui sont classés article 8 et quelle proportion qui sont classés article 9 chez Ecofi? Chez Ecofi, c'est une estimation, vraiment une estimation. Je pense que pour l'instant, on a décidé de mettre la majorité de nos fonds article 8 et on a nos fonds thématiques actions qui sont au nombre de 6 qui sont article 9. D'accord, ok, très clair. Voilà. Très clair. On remarque des changements à l'échelle de l'Europe, comme on en parlait au début du podcast, au niveau de la finance responsable, mais pas que d'ailleurs. Hein. Le Parlement européen, du coup, a adopté un règlement définissant la taxonomie verte, qui est entré en vigueur cette année. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. C'est la suite logique de Disclosure. C'est-à-dire qu'avec Disclosure, on doit donc par exemple, répartir nos produits selon s'ils sont article 8, 9, etc. Définir ceux qui sont les plus engagés et ceux qui le sont le moins. Après, avec Disclosure, on va devoir donc faire des reportings avec des indicateurs bien précis. Et la suite logique, c'est la taxonomie, où la taxonomie, il va falloir qu'on définisse réellement la part de nos investissements qui sont, on va dire, durables, de ceux qui ne le sont pas, selon des critères très précis et selon des objectifs que j'ai pas tous en tête, malheureusement, mais qui portent principalement sur les enjeux environnementaux et climatiques. Ok, très clair. Il y a un autre sujet d'actualité, beaucoup d'actualité aujourd'hui sur la finance responsable. C'est la réforme du fameux label ISR qui quand même a été pas mal critiqué parce qu'il est assez ancien et que les exigences ont évolué aussi, et lui pas nécessairement. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, les dernières évolutions, les prochaines évolutions qui vont avoir lieu dans les prochaines années? Alors, c'est une bonne question. Après, pour l'instant, on ne sait pas encore, parce que le groupe de travail est en train de se former et la réforme est en train de se faire. On ne sait pas encore comment va être le nouvel Qu'est-ce que vous espérez du coup label ISR. Après, ce qu'on voit, c'est que déjà le label ISR, en 2020, il a changé. Il s'est fait peau neuve. Et il a été déjà un petit peu plus exigeant qu'il ne l'était à la base, où maintenant, il demande à chaque fonds que les fonds publient à peu près 4 indicateurs d'impact ESG, qu'ils démontrent sur 2 indicateurs une surperformance par rapport à leur univers d'investissement. Je pense qu'il pourrait, par exemple, le label ISR à terme impliquer, par exemple, l'exclusion de certains secteurs, exiger l'exclusion de certains comme secteurs, comme le fait le Greenfin. Et quel secteur, du coup, selon toi, parce que le Greenfin exclut, par exemple, le nucléaire? Ouais, il exclut le nucléaire, le fossile.
Est-ce que l'exclusion du secteur nucléaire, c'est quand même quelque chose qui pose des questions? Oui, ça pose inévitablement des questions parce que pour certains, c'est une énergie de transition, pour d'autres, c'est un secteur qui est facteur de risque parce que la gestion des déchets nucléaires, c'est quand même une question. Je pense peut-être pas que le nucléaire sera dans ce nouveau label. Après, je sais même pas si ce nouveau label inclura des exclusions. Hein, c'est une hypothèse. Mais je pense que par exemple, un des secteurs qui pourrait être exclu, c'est le secteur du charbon. Ok. Parce qu'on sait que c'est un secteur qui est excessivement polluant et si la France veut d'ici 2050 respecter les scénarios de degrés, ça paraît logique il faut en sortir, c'est clair. Ce genre de secteur. Ok, très clair. On aime bien finir le podcast du coup par des questions qui sortent un peu du secteur de la finance. Est-ce que je peux te demander du coup quelle est ta dernière bonne action écologique ou solidaire? Ça va paraître super ridicule. J'ai offert des pailles en bambou à mes nièces pour qu'elles puissent boire leur grenadine sans paille en plastique. Voilà, c'est ma dernière action en date. D'accord, très clair. Et qu'est-ce que tu dois du coup encore améliorer sur le plan personnel? Sur le plan personnel, en termes d'environnement. Environnement social, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait que, par exemple... c'est une bonne question, je sais pas. Arrêter de prendre l'avion, ce serait déjà une bonne... En ce moment, en ce moment, ça va, c'est pas trop compliqué à respecter, mais à terme, vraiment arrêter de prendre l'avion pour les courts trajets, ce serait déjà bien. Ok, d'accord, très clair. Quelle société tu admires le plus? Ah oui, c'est compliqué. Dans les sociétés en ce moment que j'admire le plus, c'est une bonne question. J'ai pas forcément de à part Goodvest, bien sûr. Et Ecofi, bien sûr. Non, je rigole. Quand même. Après moi, j'en ai pas parlé, mais une partie de mon métier, c'est de faire aussi du solidaire. Et donc, je fais de l'analyse financière sur des projets solidaires et des sociétés, on va dire, qui sont vraiment de l'économie sociale et solidaire. Et là-dedans, j'ai plein d'exemples de sociétés qui, pour moi, sont très vertueuses et amènent des solutions pour demain. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Envie Autonomie. Donc voilà, ce ne sera pas une société cotée et qui récupère tout ce qui est matériel médical et qui les recycle et qui les revendent pour des publics qui ont du mal à avoir accès à des fauteuils roulants, à des béquilles, etc. Et c'est super efficace et c'est tellement économie circulaire. Belle initiative, beau projet. Voilà. Très clair. Et enfin, qui aimerais-tu entendre dans le prochain épisode de Monétique? J'aimerais bien entendre plutôt une ONG sur le climat, ce serait bien et lié à la finance durable. À suivre alors. On a prochainement un épisode avec une responsable d'une ONG qui s'implique beaucoup sur les questions du climat et de la finance. Merci beaucoup Aliénor pour ce 10e épisode de Monétique. Merci. C'est déjà le 10e épisode. Oui. Et on se retrouve bientôt donc sur Monétique, qui est le podcast de la finance durable et éthique. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans 2 semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique.